Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise du Covid-19 a fait apparaître une large faille dans le système assurantiel. L'absence de couverture des pertes d'exploitation des entreprises résultant d'une épidémie ou d'une pandémie. Ce texte appelle les compagnies d'assurance peu touchées par la crise à participer à la solidarité nationale avant de participer à la solidarité actionnariale. Il faut ainsi instaurer un nouveau régime de garantie contre les pertes d'exploitation des entreprises induites par une épidémie ou une pandémie pour les y contraindre. Je me félicite que ces discussions décisives pour les intérêts économiques des PME et des TPE, ainsi que pour l'emploi en France, s'ouvrent au Parlement et débouchent sur des mesures concrètes attendues de tous. Alors, qui sont les principales victimes économiques de cette crise du Covid-19 ? Nous avons vu les entreprises, TPE, PME, et aussi artisans, contraintes d'arrêter tout ou partie de leur activité, entraînant une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Parmi les secteurs les plus touchés, le commerce et l'artisanat, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et plus largement le tourisme. Ces entreprises se sont tournées vers leurs assureurs afin d'obtenir la compensation des pertes d'exploitation subies du fait des mesures de confinement et autres restrictions administratives. Peu d'entre elles ont obtenu gain de cause à ce jour. En effet, les grandes compagnies d'assurance ont adopté une interprétation restrictive des contrats, excluant toute couverture des pertes d'exploitation résultant de la crise du Covid-19, y compris quand les garanties assez explicites étaient souscrites. Les assureurs ont alors engagé une épreuve de force contre leurs assurés, d'abord dans les médias, en produisant une estimation des pertes d'exploitation induites par la crise extravagante. La Fédération française de l'assurance, la FFA, a ainsi annoncé 50 à 60 milliards d'euros, sans préciser le périmètre et l'intervalle de temps considéré, pour impressionner et suggérer que les sociétés d'assurance seraient condamnées à la faillite si elles devaient indemniser. Puis, une épreuve de force devant les tribunaux où les assurés sont résolus à faire reconnaître leurs droits. On voit chaque jour le nombre de contentieux augmenter et les premiers jugements tomber, ébranlant les certitudes juridiques affichées par les multinationales du secteur. Cependant, dans la période de confinement, quelques gestes extra-contractuels ont été accordés sous la pression. D'abord, une contribution de 400 millions d'euros au Fonds de solidarité pour les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs. Puis, un programme d'investissement de 1,5 milliard d'euros destiné à soutenir les fonds propres des PME et des ETI, mais qui s'apparente de fait plus à profiter de la misère pour s'apparer quelques ressources futures qu'à une action de solidarité économique. Mais surtout, ce sont des gestes qui ne sont pas à la hauteur de la situation et surtout pour des montants très faibles au regard des capacités financières des compagnies d'assurance. Les montants des bénéfices et des dividendes distribués par certaines d'entre elles sont considérables. Ils se chiffrent en milliards d'euros. Alors, quand les assureurs ont agité les 50 à 60 milliards d'euros de pertes d'exploitation, on les a, soit dit entre nous, on les a connus plus précis, ils ont oublié de donner tous les chiffres. Je vais en rappeler ici quelques-uns, utiles au débat. Chiffre d'affaires annuel en France de l'assurance, 210 milliards d'euros. Cotisations perçues pour les garanties non-vie, c'est-à-dire des garanties dommages ou responsabilités, 125 milliards d'euros par an. Charges sinistres versées au regard de ces cotisations, 84 milliards d'euros. Et donc solde positif de l'opération, 41 milliards d'euros par an pour les caisses des assurances. Les fonds propres qu'on nous a présentés, que les assureurs nous ont présentés comme tellement fragiles, éligibles au capital de solvabilité requis, sont égaux à 313 milliards d'euros au moment où je vous parle. Enfin, et pour clore la série des chiffres, le montant des dividendes versés par les 5 plus grands groupes d'assurance, qui sont de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros par an pour chacun, soit au bas mot et au total, pas moins de 20 milliards d'euros annuels. Vous comprenez alors la logique du mode de financement que je propose pour ce dispositif. J'y reviendrai. Les assureurs aussi l'ont bien compris, puisqu'en début de semaine, la société AXA a annoncé diviser de moitié ses dividendes versés au titre de l'année 2019. Je veux aussi souligner ici la grande différence d'approche et de traitement de cette question entre les assureurs mutualistes et les compagnies d'assurance privées,
Vous l'aurez noté comme moi et avez constaté des divergences de ces deux philosophies, mariées comme la carpe et le lapin au sein de la Fédération française de l'assurance. Venons-en donc au dispositif proposé dans ce texte. Il n'est plus discutable ni discuté la nécessité de garantir une couverture pérenne et équitablement financée contre le risque d'épidémie et de pandémie. Contrairement aux crises sanitaires précédentes, la crise du Covid-19 doit faire réagir. La création d'une couverture des pertes d'exploitation dues aux épidémies et aux pandémies répond à une demande, ou plutôt à un besoin. Il suffit d'ailleurs de constater que pas moins de 11 propositions de loi ont été déposées en ce sens à l'Assemblée nationale ou au Sénat depuis le début de la crise. Un groupe de travail a été mis en place par le ministère de l'Économie et des Finances, même s'il n'associe pas toutes les oppositions et ne permet pas un véritable dialogue entre les entreprises et les compagnies d'assurance. À ce jour, les objectifs poursuivis sont clairs et font, semble-t-il, l'unanimité, mais des questions demeurent. Voici ces objectifs essentiels. Mutualiser le risque des pertes d'exploitation en cas d'épidémie ou de pandémie, clarifier une situation juridique aujourd'hui pour le moins instable, garantir une véritable solidarité entre les entreprises et limiter les dégâts économiques et sociaux subis par les PME, les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs, pourvoyeurs d'emplois et qui pratiquent des activités non délocalisables. Il faut, selon moi, un dispositif qui puisse être déclenché rapidement tout en conciliant une part forfaitaire versée immédiatement et une part indemnitaire versée a posteriori. Soyons clairs, il reste à résoudre les difficultés liées à l'absence de modélisation fine du risque épidémique ou pandémique et la faiblesse des calculs actuariels en matière de catastrophes sanitaires. À ce jour, nous ne disposons d'aucune certitude sur la fréquence à laquelle vont intervenir les épidémies et les pandémies de grande ampleur. La seule certitude que nous ayons, c'est que leur multiplication est inévitable. Face à ces questions, il faut donc instaurer un dispositif qui soit utilisé régulièrement pour en rendre les coûts acceptables et la souscription utile. Alors, quels choix nous sont offerts ? Partir d'une feuille blanche et mettre en place un système totalement nouveau avec des caractéristiques inédites, adaptées à la couverture recherchée. Ou alors, s'inspirer de dispositifs assurantiels exceptionnels qui existent déjà. Notamment, nous pourrions nous inspirer du GAREAT qui couvre les risques de dommages et de pertes d'exploitation causés par un attentat ou un acte de terrorisme et qui est plus adapté à la couverture des pertes d'exploitation sans dommages. L'autre possibilité est d'étendre la couverture du régime d'indemnisation des effets des catastrophes naturelles créé en 1982, qui fonctionne de manière satisfaisante, permet d'indemniser des dommages et des pertes d'exploitation à un coût supportable pour les assurés et qui fait intervenir l'État en dernier recours via la garantie illimitée accordée à la Caisse centrale de réassurance, la CCR. C'est ce choix pragmatique que fait cette proposition de loi. Elle propose d'intégrer la couverture des risques épidémies et pandémies au régime d'indemnisation des effets des catastrophes naturelles. Plusieurs avantages à cela, selon moi. S'appuyer sur le régime existant, qui a largement fait ses preuves depuis 1982 et dont le coût est supportable pour les assurés. Faire jouer les mécanismes de réassurance auprès de la CCR, ainsi que la garantie illimitée de l'État. Mutualiser les moyens en créant une cagnotte commune qui servirait à la fois en cas de catastrophe naturelle et d'épidémie ou de pandémie. Faire le lien entre changement climatique et épidémie-pandémie, qui sont aussi favorisés par la destruction par l'homme des écosystèmes. La question récurrente est celle du financement d'une telle garantie supportable par les assurés et suffisant pour couvrir le risque. Je propose tout d'abord, pour éviter la hausse des primes d'assurance supportées par les assurés, d'inscrire dans la loi le taux des surprimes catastrophes naturelles, respectivement de 12 et 6%, selon le type de contrat souscrit, jusqu'ici fixé par voie réglementaire. Pour ne pas déséquilibrer le régime, il faut donc d'évidence trouver de nouvelles ressources. Pour moi, le choix est clair. Il s'agit d'instaurer une nouvelle taxation sur les dividendes, les stock options et autres résultats exceptionnels versés aux actionnaires par les compagnies d'assurance. Je propose de le faire au même taux que celui supporté aujourd'hui par les assurés pour les surprimes,
à savoir 12%. Cela permet de ne pas reporter l'intégralité des surcoûts sur l'État, susceptible d'intervenir en dernier recours. Quel que soit le sort réservé à cette proposition de loi, je suis attaché à faire avancer la réflexion, mais surtout à changer le cadre législatif pour mettre chacun devant ses responsabilités. Nous ne pouvons plus, collectivement, accepter ce trop long dévoiement du métier d'assureur par les multinationales du secteur. Ils refusent de jouer leur rôle, qui est celui d'une mutualisation des risques, pour y faire face solidairement et non qu'une morale, le profit. Je vous remercie. Merci, cher collègue.